22 heures sur la RTD. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. Au sommaire, un atelier visant à finaliser les travaux techniques de modernisation de la nomenclature budgétaire et du plan comptable de l'État s'est tenu au Palais du Peuple. Les détails dans un instant. Et le 15e sommet des BRICS s'est ouvert ce mardi à Johannesburg. Les pays émergents se réunissent et veulent remodeler l'équilibre du monde. Je vous emmène en Afrique du Sud dans ce début de journal où, dans le cadre du sommet des BRICS qui s'est ouvert aujourd'hui en Afrique du Sud, avec au programme l'élargissement à de nouveaux membres du bloc de pays émergents qui cherchent à étendre son influence politique et économique mondiale. Notre équipe sur place est allée à la rencontre d'un jeune commerçant djiboutien, Hassan Moussa Hassan, installé à Johannesburg. Aujourd'hui, ce dernier est à la tête d'une société de plusieurs employés. Le reportage avec Awa Abdi. dhawaada Johannesburg oo ah caasimada labaad ee ganacsiga koonfur Afrika. Johannesburg waxa ka qabsoomi doona shir madaxeedka ee dhaqaalaha ee loo yaqaano BRICS. Haddaba intaanu ku sugnayn Johannesburg waxaan la kulanay wiil dhalinyaro ah oo reer Djibouti ah. Hassan Moussa Hassan waxana uu ka mid yahay ganacsatada waaweyn ee degan Johannesburg. Haddaba Hassan Voilà donc pour ce reportage que vous suivrez dans l'édition de demain. Ce mardi 22 août marque donc le début du sommet des BRICS à Johannesburg, rassemblant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud pour sa 15e édition. Près d'une cinquantaine de pays participent à ce sommet. Les discussions se portent sur les relations entre les BRICS et l'Afrique, avec la possibilité d'envisager l'extension du groupe à certains États de ce continent. Les BRICS travaillent conjointement en faveur d'un rééquilibrage politique et économique afin de contrebalancer l'ordre mondial. L'objectif des pays fondateurs est de réduire leur dépendance à l'égard de la monnaie internationale tout en renforçant leur influence géopolitique. Plusieurs pays ont exprimé leur intérêt pour rejoindre les BRICS dans l'espoir de créer un nouvel ordre mondial plus avantageux pour eux. La présence policière s'est intensifiée à Johannesburg ces derniers jours avec des patrouilles de voitures de police de plus en plus fréquentes. La ville sud-africaine a renforcé donc ses mesures de sécurité pour l'occasion. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a accueilli ce matin une réunion régionale dans le cadre du projet d'inscription collective des traditions et coutumes liées au mariage traditionnel des pays arabes au registre universel de l'UNESCO d'ici mars 2024. Avant le début de la réunion, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Momen Assoé, a reçu dans ses bureaux les représentants de l'ALESCO. Outre la République de Djibouti, la République des Comores et la République de la Somalie étaient conviés à cette réunion. Objectif, réaliser un dossier commun sur les traditions et coutumes liées au mariage traditionnel dans le monde arabe entre ces trois pays. La République de Djibouti a eu l'honneur d'être le chef de file de ces trois pays pour la proposition d'inscription de cet élément commun traditionnel au patrimoine culturel immatériel mondial de l'UNESCO. En collaboration avec l'ALESCO, cet atelier durera 3 jours au sein du ministère de la Jeunesse et de la Culture. L'organisation ALESCO a continué à soutenir les dossiers nationaux des pays arabes et elle a également pu, en coopération avec certains pays arabes, coordonner et enregistrer plusieurs dossiers arabes communs. Écoutons un extrait de l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Momen Assoé. Culturelle, empreinte de solidarité et de partage de nos éléments culturels, que j'ai l'honneur de vous souhaiter très chaleureusement la bienvenue en République de Djibouti. Donc vous êtes ici en terre de rencontres, d'échanges, terre de paix, traversée par plusieurs civilisations, riche en héritage pluriel et trésors traditionnels. En effet, la République de Djibouti, située dans l'embouchure de la mer Rouge au carrefour des continents indo-européens et africaine, mais aussi arabe, se caractérise par les richesses de sa diversité culturelle. Elle est la porte d'entrée du continent africain
et a toujours été marquée depuis des siècles par des peuplements divers et échanges commerciaux qui ont drainé des sédiments culturels dont l'apport positif a engendré un brassage culturel considérable. Auparavant appelé le pays du Punt, Djibouti, situé aussi dans la région du berceau de l'humanité, et en effet à la croisée de l'histoire du monde. Point de naissance de la fissure du Rift Valley, Djibouti regorge aussi de sites archéologiques au milieu d'une région renommée pour ses trésors géologiques, paléontologiques et notamment ses arts rupestres. Comme j'en parlais tout à l'heure, c'est Dabourma sur lesquels nous travaillons et qui seront très prochainement candidats à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Mesdames et messieurs, chers invités et chers participants, le sujet abordé au cours de votre rencontre porte sur la Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel et plus spécialement sur le mariage traditionnel dans le monde arabe, élément important pour tout pays et qui constitue les socles de la cohésion sociale à travers la mixité communautaire et la transmission de multiples héritages collectifs aux jeunes générations. Je tiens à souligner que notre patrimoine culturel, en effet, se concentre principalement dans la catégorie immatérielle. Et nous tenons donc à sa valorisation par toutes les voies possibles, et notamment par la mise en place des mesures adéquates en développant surtout les coopérations bilatérales, multilatérales, sud-sud, mais surtout le partenariat et coopération dans le monde arabe. Notre équipe sur place a recueilli quelques réactions, dont celle du représentant de l'ALESCO, le docteur Fathi Djeraï. La voici. Djeraï, le représentant de l'ALESCO. Donc, on est ici parmi vous dans le cadre de la réunion, la première réunion présentielle de la préparation du dossier arabe commun au sujet des traditions liées au mariage traditionnel dans les pays arabes. Donc, la réunion a commencé hier. Il y avait le Comore, le Djibouti et la Somalie. Et bien évidemment, il y a d'autres pays arabes qui ont participé avec nous online. Et nous espérons que ce dossier soit préparé au cours de cette année 2023 pour être déposé auprès de l'UNESCO au début 2024, Inch'Allah. Dans l'actualité également, le Palais du Peuple a récemment accueilli un atelier visant à finaliser les travaux techniques de modernisation de la nomenclature budgétaire et du plan comptable de l'État, organisé par le ministère du Budget en collaboration avec des experts internationaux. Cet événement a rassemblé des cadres dans le but de mettre en œuvre les réformes budgétaires préconisées par le chef de l'État. Eh bien, ces réformes s'inscrivent dans une dynamique de mise en place d'un nouveau cadre législatif et réglementaire favorisant la transparence, l'inclusion et la redevabilité au sein du système de gestion des finances publiques. Le contexte de cette démarche trouve ses origines dans l'actuel plan comptable datant de 1986, ainsi que la nomenclature budgétaire établie en 2011. Face à l'évolution des enjeux économiques et financiers, il est devenu impératif de moderniser ces éléments fondamentaux pour une meilleure adaptation aux réalités actuelles. L'atelier de 2 jours a joué un rôle pivot en validant les nouvelles versions du plan comptable de l'État ainsi que de la nomenclature budgétaire. Ces étapes sont cruciales pour garantir une gestion transparente des finances publiques. L'objectif primordial demeure de fournir aux parties prenantes une vue claire et détaillée des ressources financières de l'État ainsi que de leur utilisation. L'expert international en comptabilité publique présent lors de l'atelier a exprimé sa gratitude envers le ministère du Budget pour lui avoir offert l'opportunité de contribuer à cet événement majeur. On l'écoute. Par Monsieur le ministre du Budget de la République de Djibouti, dans ses travaux d'adaptation et de modernisation des cadres budgétaires et comptables de l'État. Il s'agit précisément d'élaborer une nouvelle nomenclature budgétaire de l'État, d'élaborer un nouveau cadre comptable de l'État, mais également d'élaborer un nouveau cadre d'établissement du tableau des opérations financières de l'État. Et tout cela, évidemment, en conformité avec le dernier manuel
de statistiques de finances publiques élaboré en 2014 par le Fonds monétaire international. Alors nous avions au préalable déjà fait un travail qu'on a transféré à l'autorité, donc à Monsieur le ministre. Et depuis hier, nous sommes là, n'est-ce pas, pour procéder à la validation technique des outils que nous avons mis donc à la disposition du ministère du Budget. La conseillère technique et coordinatrice de la cellule de réforme, Mme Saad Idriss Farah, a indiqué dans son intervention que cet atelier donc avait pour objectif de présenter et de valider le nouveau plan comptable de l'État et de la nouvelle nomenclature budgétaire. Nous l'écoutons. Se conformer aux normes internationales en vigueur, le ministère du Budget a entrepris ces dernières années un certain nombre de réformes majeures en vue d'assurer la transparence et l'efficacité dans la gestion des finances publiques. Parmi ces réformes, nous avons le nouveau plan comptable qui autorise, je dirais, la tenue d'une comptabilité en partie double qui viendra remplacer la comptabilité de caisse en vigueur jusqu'à présent. Et également la mise en place d'une nouvelle nomenclature qui permet l'élaboration, l'exécution et le contrôle du budget, mais également qui met à la disposition des autorités une information fiable, facilitant l'analyse et la prise de décision. Cet atelier d'aujourd'hui est une occasion de présenter et de valider le nouveau plan comptable de l'État et la nouvelle nomenclature budgétaire basée sur un manuel de statistiques des finances publiques 2014 dans l'optique de mise en place des référentiels de performance et des outils indispensables à la mise en place d'une gestion axée sur les résultats. Ces réformes représentent un pas significatif vers une meilleure gouvernance financière, une transparence accrue et une reddition de comptes renforcée dans la gestion des finances publiques. Écoutons le mot du secrétaire général du ministère du Budget, M. Simon Mebratou, pour plus de précisions. Cet atelier, c'était de présenter les voies et moyens de la modernisation de la gestion des finances publiques à travers donc une nouvelle nomenclature budgétaire et la présentation d'un plan comptable général de l'État actualisé et surtout l'élaboration d'un tableau des opérations financières de l'État qu'on appelle plus communément le TOF, qui permet également d'avoir une meilleure lisibilité pour les utilisateurs, une meilleure compréhension et surtout une meilleure circulation des flux financiers, des informations sur les flux financiers de l'État. Donc j'allais dire que cet atelier et c'est surtout cette réforme qui est un grand pas dans la gestion des finances publiques permet une meilleure transparence, une meilleure compréhension et un meilleur suivi et évaluation par la suite pour les gouvernants des finances publiques. Et à la une également, le ministère de l'Agriculture, par le biais de l'unité de gestion de projets dirigée par l'ingénieur Balogoïta Serid, a organisé hier à Tadjoura un atelier régional d'achèvement du projet Proluc, auquel ont participé des représentants de la préfecture de Tadjoura, des conseillers régionaux ainsi que les représentants des communautés bénéficiaires du projet. Plus de 2000 familles ont bénéficié des transferts de fonds, 1100 agriculteurs ont reçu des fonds et une aide appropriée et 4000 nomades ont reçu des aliments pour le bétail. Ce projet a contribué à renforcer les moyens de subsistance des communautés locales. Les travaux de cet atelier se sont articulés autour de trois principaux points. Le premier groupe a analysé les effets et impacts du Proluc sur la vie des bénéficiaires en se penchant sur les changements quantitatifs et qualitatifs apportés aux moyens de subsistance des ménages éleveurs, agriculteurs et ceux sans actifs agricoles ou d'élevage. Le deuxième groupe s'est penché sur la durabilité des résultats obtenus et les mécanismes nécessaires pour garantir la pérennité des avantages du programme. Les discussions ont ainsi porté sur les facteurs pouvant influencer la durabilité des investissements et les moyens pour consolider les acquis du Proluc. Et enfin, le troisième groupe s'est attelé à évaluer la performance des partenaires et prestataires du projet. Rappelons que notre pays, dans le cadre de la lutte contre le criquet pèlerin, s'est doté d'un aéronef pulvérisateur d'insecticides pour mieux lutter contre les criquets pèlerins qui causent des pertes agropastorales énormes, mais également pour venir à bout des insectes nuisibles et les moustiques vecteurs de plusieurs maladies infectieuses telles que la diarrhée, le paludisme, le choléra et la conjonctivite. Voici le mot du coordinateur du projet, l'ingénieur Balogoïta Serid.
Moi, avant toute chose, de vous remercier au nom de l'équipe de l'UGP de nous avoir honorés de votre présence à cet atelier régional dont les objectifs sont évaluer les réalisations du PROLUC, apprécier les effets et impacts des projets dans les zones d'intervention au niveau des bénéficiaires, évaluer la durabilité des acquis, les voies et moyens de les conforter, tirer les leçons pour les interventions futures. Rappelons au passage que le projet de réponse d'urgence de lutte contre le criquet pèlerin, connu sous le sigle de PROLUC, initié en 2020, prendra fin le 25 septembre 2023. Le projet de lutte préventive anti-acrédienne s'inscrit dans le cadre global de la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté et protection des cultures. Par la même occasion, le projet contribuera également à la prévention de l'environnement. Mais le plus satisfaisant pour le gouvernement, c'est que ces réalisations, par leur établissement, amélioreraient les conditions d'existence des bénéficiaires. Et prenons la parole à son tour. Le préfet de la ville de Tadjoura, Mohamed Hamad Abbas, a tout d'abord salué les bénéficiaires venus des zones rurales impactées par les criquets. Eh bien, votre présence ici témoigne, a-t-il dit, de l'intérêt que vous accordez au développement de vos parcours pastoraux. Il a saisi cette occasion pour s'enquérir non seulement sur les réalisations qui ont été faites, mais surtout l'impact réel du projet sur les conditions de vie des bénéficiaires. Poursuivant son intervention, le préfet a demandé aux participants d'être francs et sincères sur leur ressenti des réalisations du projet PROLUC et des leçons à en tirer pour l'avenir. S'adressant toujours aux participants lors de cet atelier, aux éleveurs, agriculteurs, ménages vulnérables et bénéficiaires de cash transfert. Cet atelier qui est le vôtre, a-t-il dit, eh bien, je veux que chacun de vous puisse nous dire ce qui a marché pour en capitaliser là-dessus et ce qui a moins marché et comment s'y prendre la prochaine fois pour faire mieux. Cet atelier, a-t-il mis en exergue, sert aux parties prenantes d'échanger et de débattre, et la finalité est de tirer les leçons apprises au cours de la mise en œuvre afin de recueillir les différentes contributions des uns et des autres pour l'amélioration des interventions futures. Le préfet de la ville de Tadjoura a conclu ses propos en souhaitant plein succès aux travaux de cet atelier régional d'achèvement du projet à PROLUC. Sport à présent, depuis son lancement le 20 mai dernier, le championnat régional se poursuit au grand terrain de la ville d'Ali Sabié. En perspective de cette compétition régionale, les dirigeants de la Ligue régionale de football d'Ali Sabié étaient à pied d'œuvre durant les 2 mois d'été pour le bon déroulement de ce championnat régional. Une dizaine d'équipes sont engagés dans ce championnat. Pour cela, comme à l'accoutumée, la Fédération djiboutienne de football apporte son soutien à ces équipes pour leur permettre d'évoluer dans les meilleures conditions possibles. Ces dernières ont bénéficié dans cette optique d'un lot d'équipements composé entre autres des ballons, de maillots, de chaussures, de chaussettes et de protèges tibia. La nouveauté cette année, la participation de 5 équipes féminines. La région est aussi un vivier de talents et elle est de surcroît le fief d'une des meilleures équipes du championnat national de la première division. Il s'agit de l'équipe Assas Djibouti Telecom. À travers le lancement de la saison footballistique de ce championnat régional, verra l'éclosion et l'épanouissement des équipes beaucoup plus performantes et de nombreux joueurs talentueux qui pourront un jour jouer sous les couleurs nationales. Sport toujours, le stage de formation des arbitres qui avait débuté dimanche dernier s'est clôturé aujourd'hui. Pour l'occasion, une cérémonie de remise des attestations récipiendaires s'est déroulée au CDC d'Obok en présence du président du conseil régional d'Obok, Mohamed Hamad, du préfet adjoint, du vice-président de la Ligue et d'autres personnalités de la région, ainsi que les participants et leurs formateurs. Notons que 17 arbitres et arbitres assistants ont été formés durant ce stage. S'exprimant à cette occasion, le président du conseil régional a tenu à féliciter la fédération pour l'organisation de ce stage et pour son appui au développement du football dans le pays et dans les régions. En tant que passionné de football, je ne manquerai pas de suivre les efforts de la Ligue régionale et de ses efforts pour développer le football à Obok, c'est ce qu'a affirmé le président du conseil régional en guise de conclusion. Et à la fin de la cérémonie,
Des attestations ont été remises aux arbitres et arbitres assistants qui ont été formés. Dans l'actualité également, les récentes intempéries exceptionnelles ont jeté une lueur d'espoir sur les régions agricoles, laissant derrière elles une empreinte indélébile sur l'ensemble du pays, alors que la sécheresse menaçait de porter un coup dévastateur aux cultures. Ces pluies tant attendues sont apparues comme une bénédiction pour l'agriculture. Les agriculteurs qui avaient regardé avec inquiétude le ciel pendant des mois se sont trouvés pris entre l'espoir et la crainte quant à l'avenir de leur récolte. Les champs fissurés et desséchés par le manque de précipitations ont enfin été nourris par les gouttes bienfaitrices qui ont commencé à tomber du ciel. Et dans l'actualité hors de nos frontières, alors que des manœuvres américano-sud-coréennes de grande ampleur ont démarré, donc la Corée du Nord compte lancer un satellite dans les prochains jours. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le gouvernement japonais. Explication. Annonce son intention de lancer un satellite, alors que des manœuvres américano-sud-coréennes de grande ampleur ont démarré. La Corée du Nord compte lancer un satellite dans les prochains jours, ont annoncé aujourd'hui le gouvernement japonais, selon qui le lancement pourrait avoir lieu entre le 24 et le 31 août. Un précédent essai, il y a 3 jours, s'était soldé par un échec. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a fait du développement d'un satellite espion militaire une priorité. Washington et Séoul soupçonnent pour leur part Pyongyang de développer un nouveau missile balistique intercontinental qui compte des technologies similaires à celles d'un lanceur de satellite. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable suite de programme sur Télé Djibouti.